Donc bienvenue à tous. Nous rejoindrons petit à petit certainement d'autres personnes. Voilà, je vais essayer de suivre ça. Donc dans le cadre du projet Archipel, on essaye de régulièrement proposer des webinaires sur tous les sujets autour de solutions numériques pour la réduction d'intrants viti, arbo et puis pour la gestion de l'herbe, qui sont les trois filières du projet Archipel. Et aujourd'hui, du coup, on vous propose de vous présenter le Mobilab Agrotique. C'est Simon, du coup, qui va prendre la main de l'Institut Agro Montpellier, qui est partenaire également du projet Archipel. Voilà, je pense que j'ai rien à dire de plus et je vais pouvoir te laisser la main, Simon, pour nous présenter ce qu'est le Mobilab. Pas de souci. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'espère que ça va, vous m'entendez bien et vous voyez bien la présentation. Très bien, tout est OK. Ok, super. Donc, merci Lucille. Je m'appelle Simon Moinard, je travaille à l'Institut Agro à Montpellier. Donc, c'est une école qui forme des ingénieurs agronomes et on est dans une spécialisation qui s'appelle agrotique. Et dans l'équipe agrotique, on forme nos ingénieurs agronomes aux nouvelles technologies dans l'agriculture. Et c'est pour ça que on a fait plusieurs projets structurants, notamment le Mobilab Agrotique, qui est le sujet de ce webinaire. Donc, c'est animer, explorer, co-construire et partager autour du numérique pour l'agriculture. Donc, pourquoi on a fait ce projet, c'est on est parti d'un constat. Le constat, c'est que le monde de l'agriculture et le monde du numérique, ça, c'est deux mondes qui ne se comprennent pas toujours. Ça ne matche pas spécialement bien. Ça, je pense que ceux qui sont au contact des agriculteurs, ou peut-être qui sont agriculteurs, pourront témoigner. Alors, pourquoi ça ne matche pas vraiment bien? Parce que d'abord, les agriculteurs, quand on va les voir au quotidien, et ça, alors, parce qu'il y a un manque de formation, les agriculteurs ne sont pas formés à l'usage des outils numériques. Parce que ça coûte cher quand on va voir un agriculteur, on parle de robots, de robotique, 250 000 euros et quelques. C'est hors de prix pour certains agriculteurs en tout cas. Et puis parce que c'est complexe, voilà, c'est des outils, et il faut prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, il faut avoir des notions de base. Donc c'est pas facile à utiliser au quotidien. Ces trois points-là, on les sort pas du chapeau. On travaille sur un autre projet qui s'appelle l'Observatoire des usages numériques. Donc, c'est ma collègue Victoria qui s'occupe de ce projet, qui va faire des enquêtes, des sondages auprès des agriculteurs, auprès de la profession. Et donc, c'est ça qui ressort le plus souvent quand on parle de numérique aux agriculteurs. Et puis, de l'autre côté, on a les fournisseurs de services, ceux qui développent des robots, ceux qui développent des applications web, des capteurs, des systèmes, etc. Et chez qui c'est très chronophage d'aller chercher les besoins des agriculteurs. Quand on va voir un agriculteur, déjà c'est un agriculteur, ça ne représente pas toute la profession. Et donc du coup, c'est pas facile d'aller développer et faire une solution qui répond au mieux aux besoins des agriculteurs. Et puis, en plus, quand on va parler avec les agriculteurs, voilà, c'est deux mondes qui se comprennent pas toujours, donc c'est pas spécialement des geeks, les agriculteurs, donc c'est pas facile d'aller communiquer ces deux langages qui sont peut-être un petit peu différents. Et pourtant, donc les agriculteurs, c'est pas des geeks, et pourtant, sans le savoir, c'en est un petit peu. Alors, ça fait souvent rire les agriculteurs quand on leur dit ça, hein, vous êtes des geeks, mais je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le low-tech. Donc, le low-tech, c'est la basse technologie, ou en anglais, c'est le DIY, le do-it-yourself, le faites-le vous-même, quoi, en gros. Ça, c'est culturel en agriculture. Donc, vous avez trois exemples ici dans l'image. Donc, à gauche, c'est un agriculteur, un viticulteur, un arboriculteur, qui, pour faire ses systèmes d'irrigation, donc il faut installer des tuyaux en goutte à goutte. Pour ceux qui l'ont déjà fait, cette opération, c'est quelque chose c'est galère parce que le tuyau il est assez rigide, donc il va partir dans tous les sens. Il faut être plusieurs pour tenir, pour fixer le tuyau, etc. Et donc lui, il s'est dit, je vais prendre mon poste à souder et je vais faire cette espèce de charrette là que vous voyez, où il peut poser d'ailleurs sur cette charrette les tuyaux, les rouleaux. Et puis, quand il baisse cette charrette, vous avez vu là, il y a deux gros. Vous voyez ma souris? C'est bon, ouais. Ok. Il y a ces deux enrouleurs qui permettent d'avancer et de poser tranquillement. Et à une seule personne, on peut installer un système d'irrigation. Et donc, c'est ça ce que j'appelle quelque part du low-tech ou de la bidouille, quoi. En gros, quelque part, l'agriculteur a bidouillé lui-même. Il a pris un poste à souder et il a soudé ces espèces de gros enrouleurs sur son engin. Au milieu, un autre viticulteur, pour le coup, qui lui en avait marre d'arracher les pieds morts. C'est quelque chose pareil de très galère à faire. Il faut aller
enlever les racines, donc il faut le secouer dans tous les sens et il faut parfois s'y mettre à plusieurs. Et une journée d'arrachage de pieds morts, on s'en souvient en général. Lui, donc du coup, il s'est dit, bah, je vais prendre une vieille herse rotative, un vieil outil, prendre les vérins, prendre tout ça, et me fabriquer une espèce de pince, donc, que vous voyez ici, qui vient pincer le pied mort et utiliser toute la force du tracteur pour l'arracher. Ça, vous le trouverez pas sur le commerce, cet engin. C'est lui qui l'a construit de toute part. Et je pense que vous le trouverez pas sur le commerce parce que il y a peut-être pas de business model sur juste cet outil-là, mais voilà, toujours est-il que c'est lui qui l'a construit. Puis un troisième exemple pour vous montrer que alors, le low-tech ou la bidouille, ça peut être très très simple. C'est juste bah, pour ceux qui doivent atteler des engins ou qui ont un hangar qui est tout en long, eh ben, soit on met les engins à la queue leu-leu, soit on les met sur cette palette que vous voyez avec des roulettes. Et ça, une seule personne peut bouger un engin qui peut peser quasiment une tonne, juste en le faisant rouler, et puis en le mettant derrière le tracteur, etc. Quand on montre ça aux agriculteurs, alors il y en a beaucoup qui l'utilisent ça maintenant, mais ceux qui n'ont pas cette technique se disent, bah oui, c'est vrai que pourquoi on se complique la vie alors qu'il peut y avoir des solutions qui sont très simples. Alors pourquoi c'est culturel en agriculture, le low-tech, le faites-le vous-même? Parce que bah, déjà, il y a des ateliers dans toutes les exploitations. Tout le monde, enfin quasiment tous les agriculteurs, ont un poste à souder, ont des clés, des tournevis, etc., etc. Ils sont capables de développer, par exemple, cet engin. Ensuite, parce qu'il y a des pauses forcées quand c'est l'hiver ou quand il se met à pleuvoir d'un coup et que c'était pas prévu, ben, on devait aller dans les champs et ben, on a un peu de temps pour alors d'abord faire la paperasse administrative, mais ensuite, dans un deuxième temps, faire réparer des choses, entretenir des choses, etc. Et donc, ils ont cette fibre de réparer, de bidouiller. Et puis, bah, parce que, et ça, je pense que c'est le point le plus important, adapter son matériel spécifiquement à son exploitation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que bah, chaque exploitation, quelque part, est différente et chaque agriculteur va devoir adapter son matériel spécifiquement. Il y en a un qui aura peut-être un sol très plat, l'autre qui sera en pente, il y en a un qui sera sur des sols calcaires, l'autre qui aura je sais pas, un contexte économique ou familial différent, etc., etc. Et donc, du coup, quand on achète un engin, c'est très difficile de le standardiser pour tous les agriculteurs. Chaque exploitation est vraiment différente. Donc, il faut adapter son matériel. Et donc, ça, quand on montre ça aux agriculteurs, bah, ils sont à l'aise avec ça et ils nous disent, bah oui, le low-tech, si c'est ça ce que vous nous dites, on est à l'aise avec ça. Et du coup, c'est là qu'on approche vers le low-tech numérique, vers le low-tech numérique. Donc pourquoi pas, en fait, là on a parlé que de mécanique, de construction des petits systèmes, ben, pourquoi pas maintenant, en 2025, arriver vers le low-tech numérique. Alors ça peut prêter à sourire parce que le numérique, souvent on parle de high-tech, donc ça ferait du low-tech high-tech, quoi, quelque part, du basse technologie, haute technologie. Alors je vais définir ce terme du low-tech numérique. Euh, sous trois exemples encore. Donc là, vous avez par exemple à gauche tout ce qui est imprimante 3D. Donc une imprimante 3D, maintenant, il faut savoir que souvent on pense que ça coûte 4-5 000 euros une imprimante 3D. Les imprimantes 3D de premier coup maintenant sont autour de 200-250 euros. Donc c'est quelque chose qui est abordable en termes de prix. Et puis c'est très facile d'utilisation, de plus en plus facile, où on peut simplement, par exemple, modéliser un engrenage en 3D et puis l'imprimer ensuite pour l'avoir le lendemain. Donc ça, c'est un agriculteur qui avait une meuleuse qui était cassée et en fait, c'était juste un engrenage. Au lieu de l'acheter, ça coûtait 350 euros et quelques. Au lieu de l'acheter, on a ouvert à l'intérieur et puis c'était un engrenage qui était fendu en deux. Donc, nous, on s'est amusé à modéliser cette pièce-là. Donc, c'est la partie peut-être un petit peu plus complexe. Mais une fois qu'elle est modélisée, cette pièce, vous pourrez la retrouver facilement sur Internet si vous voulez. Vous faites fichier imprimé. Vous choisissez pas votre imprimante Epson ou Canon, vous choisissez votre imprimante Creality et puis c'est parti. Ça s'imprime directement. Donc ça, c'est tout ce qui est impression 3D. Il y a aussi maintenant le low-tech numérique. On peut très simplement développer une application mobile. On peut avoir une application mobile qui va servir à faire de la saisie de données sur le terrain, récupérer des informations ou lire des informations sur des parcelles, sur un historique, etc. Voilà, une application mobile. Il y a des vidéos qui montrent qu'en 15 minutes, on peut simplement faire sa petite application. Et puis le troisième point sur lequel peut-être
le projet du Mobilab s'attarde un petit peu plus, c'est développer un capteur. Parce que maintenant, on est dans une époque où c'est relativement facile de construire soi-même son petit capteur, cette petite solution qui vous permettra toutes les 10, 15, 20 minutes, toutes les heures, d'avoir une information, donc de température, d'humidité, de plein de choses. Et en fait, c'est plein de choses, toute cette diversité de capteurs, d'imprimantes 3D, de construire des applications mobiles. On s'est dit, les agriculteurs, autant ils sont à l'aise avec ça, le low-tech, mais autant avec ça, ils ne le sont pas, ils ne savent pas ce qu'on peut faire. Et donc, on s'est dit, il faudrait aller leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, il y a des lieux maintenant qui s'appellent des Fab Labs, des lieux de fabrication où il y a tout ce matériel, qui sont souvent au centre des villes. Donc, il y en a un, par exemple, ici à Montpellier. Mais les agriculteurs, ils vont pas aller se déplacer évidemment en plein centre-ville pour aller voir ces trucs-là. Donc on s'est dit, au lieu de qu'ils se déplacent, autant aller chez eux, aller les voir euh, pour leur démystifier en tout cas le numérique. Et donc c'est là qu'est né le projet du Mobilab Agrotique que vous voyez en image ici. Donc il y a un petit lien vidéo, vous pourrez, je ne vais pas la mettre, mais vous pourrez cliquer dessus si vous voulez voir comment ça fonctionne en action. Donc l'idée du Mobilab Agrotique, c'est ce camion qui permet d'aller à la rencontre des agriculteurs que vous voyez là et de démystifier, de vulgariser le numérique, low-tech en agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne, etc. Donc ce camion à l'intérieur, donc si vous voyez derrière moi, je suis dans ce camion, je suis exactement à cette place ici. Donc c'est un camion qui fait un petit peu comme un camion de marché de vendeur de pizza ou autre, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas de four à pizza, il y a un auvent qui s'ouvre, et donc vous avez une télé, des imprimantes 3D que vous voyez ici, donc c'est celle qui, pour ceux qui voient mon écran qui est juste là, et puis on a plusieurs tiroirs qui s'ouvrent de chaque côté, de l'intérieur ou de l'extérieur, pour aller, vous les voyez ici, pour leur montrer en fait comment ça fonctionne, un capteur, que c'est pas une boîte noire en fait quand ils achètent un capteur, c'est une boîte noire, mais qu'en fait à l'intérieur, il y a des choses qui sont très simples et qui ne demandent pas de grosses compétences en numérique et en ingénierie, en informatique pour comprendre comment ça fonctionne en fait. Et donc voilà, ce camion, il est équipé de panneaux solaires qui sont sur le toit, qui nous permet d'être autonome en électricité. Et puis, il est autonome aussi, il y a un réseau 5G qui est intégré. Donc, on peut avoir Internet en fait dans ce camion, ce qui nous permet d'être totalement autonome, de se promener un petit peu partout sur le terrain, à la rencontre des agriculteurs. Donc ça, c'est le projet du Mobilab. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces agriculteurs? Alors, il y a deux choses. Il y a donc ce camion atelier, il propose des animations ludiques pour démystifier. Donc là, vous voyez, il y a Martin qui fait une présentation, donc un collègue d'Agrotique, qui fait une présentation à plusieurs agriculteurs là, ça parlait de géolocalisation, mais voilà, les capteurs, comment ça fonctionne, comment ça marche, montrer que c'est pas si cher que ça, que chacun peut potentiellement le développer soi-même. Ça permet de démocratiser les technologies numériques en agriculture. Et puis, et ça c'est très important pour nous, c'est d'explorer de nouvelles voies en recueillant les attentes précises de la profession. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les agriculteurs, quand on leur montre ça, c'est ah je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Est-ce que je peux mettre ça dans mes parcelles? Est-ce que je peux mettre ça dans ma cuve de vin? Est-ce que je peux mettre ça sur ma vache? Est-ce que je peux mettre ça, etc., sur mon tracteur? Et donc, c'est des besoins qui sont très concrets, qui sont très importants en fait. C'est des attentes très précises de la profession. Et nous, ça nous permet d'alimenter nos projets de recherche ici à l'Institut Agro, d'alimenter aussi nos projets d'enseignement, etc., etc. Donc, et c'est ça ce que les entreprises, si vous vous souvenez dans le cycle du tout début, c'est ça qu'elles cherchent en fait, c'est les besoins concrets de la profession. Donc à ce jour, on a fait un peu plus d'une centaine d'animations, on a touché, maintenant on approche les 3000 personnes qui ont été formés un petit peu ou qui ont vu ces animations du Mobilab. Et donc, une fois qu'on a recueilli toutes ces attentes, tous ces besoins là, de la profession, la deuxième étape du Mobilab, c'est de développer des prototypes qui répondent à ces besoins. Donc, j'ai mis en lien avec l'enseignement parce que nous, au lieu de donner un cours magistral un peu pompeux à nos étudiants ingénieurs agronomes sur voilà, comment ça fonctionne, un capteur et tout ça, c'est plutôt voilà, il y a cet agriculteur, il a ce besoin-là et c'est nous qui allons le développer. Donc, ça fait des projets très concrets. Donc, je vais revenir un petit peu après sur tous les projets qu'on a mis en place, tous les projets qu'on a développés. Mais voilà, l'idée, c'est ensuite de développer des prototypes et de les tester
chez des agriculteurs, d'abord des testeurs, puis ensuite des agriculteurs un petit peu plus à l'aise avec enfin, d'abord à l'aise avec les nouvelles technologies, puis des agriculteurs qui sont un peu plus réfractaires ou qui freinent un petit peu pour ensuite pouvoir servir tous les métiers d'agriculteurs, tous les agriculteurs possibles. Et donc, une fois qu'on a développé des petits systèmes, il ne reste plus qu'à former justement ces agriculteurs. Et donc, le Mobilab, c'est aussi ça, c'est un centre de ressources pour auto-construire soi-même, donc répondre aux problématiques métiers avec ces petits prototypes. Donc là, vous voyez, c'est chez un agriculteur, c'était en plaine de Crau pour lui installer un petit système pour savoir quand est-ce que son irrigation était terminée. C'est quelque chose dans l'irrigation gravitaire en plaine de Crau qui est hyper important. Et que si on se trompe d'une demi-heure, c'est des millions de litres qui sont perdus, parce que l'irrigation gravitaire, vous avez une lame d'eau qui traverse la parcelle. Donc c'est hyper important de savoir quand est-ce que l'eau arrive en bas de parcelle. Et donc du coup, voilà, c'était une petite formation qu'on avait fait avec lui. Ce centre de ressources, il permet à chacun de monter en compétences, et puis il permet d'amorcer aussi pour les agriculteurs des discussions plus constructives, dans le sens où s'il y a des commerciaux de certains outils numériques qui viennent ensuite pour vendre leurs produits. Si l'agriculteur a plus de connaissances sur comment ça fonctionne les outils numériques, c'est beaucoup plus facile d'amorcer une discussion constructive. Donc, donc voilà, ce centre de ressources pour autoconstruire. Donc actuellement, il y a environ 6 tutoriels qui permettent de A à Z de construire. Donc c'est des tutoriels à destination de novices. Et puis il y a une vidéo. Donc on est en ce moment sur ça, sur faire des vidéos pour expliquer comment construire soi-même son petit système. Et vous trouverez tout sur le site du mobilab.agrotic.org. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Donc, vous avez les tutoriels en ligne. Donc là, c'est vraiment pour un novice, hein, c'est pour un agriculteur qui n'a aucune connaissance en électronique, en informatique. Vous avez aussi des sessions de formation pour quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de comprendre, enfin de se lancer de A à Z dans ces tutoriels. On propose des formations continues. Donc vous avez des agriculteurs qui viennent et qui repartent avec leur petit système. Là, vous avez mon collègue, par exemple, Basile, qui faisait une formation sur la géolocalisation centimétrique. Donc, avoir une précision centimétrique avec son téléphone ou c'est la porte ouverte au tracteur qui se conduisent tout seul, etc., en autonomie. Mais voilà. Et puis, vous avez aussi, pour accompagner ces tutoriels, des vidéos. Donc là, et vu que le camion est autonome, on était là dans une parcelle qui faisait à peu près 200 hectares, en plein milieu perdu où il y avait, voilà, on était vraiment perdu dans la plaine de Crau. Et avec cet agriculteur, on était en train avec un petit fer à souder, en train de tester des trucs, avec l'imprimante qui tournait derrière, etc. Et tout ça, c'est filmé pour ensuite en faire une vidéo disponible pour tout le monde. Alors maintenant, je vais passer quelques exemples de prototypes. Je m'arrêterai si jamais j'ai plus trop de temps. Il y a un des projets qui s'appelle Coup de pouce. Donc, Coup de pouce, c'est quoi? C'est un doigt imprimé en 3D pour activer un bouton de machine via l'envoi d'un SMS. Donc, tout bêtement, mais là, vous avez une pompe d'irrigation. Et donc, à la sortie de la pompe d'irrigation, vous avez le bouton marche. Et là, il y a un agriculteur que je connais bien puisque c'est mon père, en Vendée, en polyculture élevage. Il passe à peu près 1 heure par jour pour appuyer sur ce bouton. Donc, juste sortir du champ parce qu'il a tiré l'enrouleur, puis prendre la voiture, appuyer sur le bouton de la pompe d'irrigation, et puis retourner ensuite au champ pour voir si tous les paramètres sont bien, si tout fonctionne, etc. Et il nous avait dit, mais si j'ai bien compris ton métier, est-ce qu'avec les étudiants, il n'y aurait pas moyen de faire un petit système qui permet de simplifier le quotidien enfin, simplifier mon quotidien. Et donc, avec les étudiants, vous voyez, ça s'appelle un petit servomoteur, ça s'appelle. Donc, c'est cette petite languette blanche qui peut s'appuyer et qui peut tourner si ça reçoit un SMS. Et donc, ça mime. Alors, les étudiants avaient même imprimé un doigt en 3D. Et donc, ça vient vraiment appuyer sur le bouton. Ça coûte une trentaine d'euros. Avec une petite carte SIM, maintenant une carte SIM ça coûte 1 euro par mois, un truc comme ça, et ça fait gagner quand même 1 heure par jour du quotidien de mon père qui est agriculteur. Donc c'est quand même énorme de se dire que y a des petits systèmes comme ça qui pourraient simplifier le quotidien à ce point-là. Donc voilà, le projet coup de pouce. Vous avez aussi d'autres projets, par exemple là c'est AgroCam. Donc l'AgroCam c'est ce boîtier imprimé en 3D avec une petite caméra ici. Et cette caméra elle va prendre une photo tous les jours à midi de la culture ou de où on veut l'installer. Et au début on l'avait fait pour faire une time-lapse, un petit peu pour rire, pour voir l'évolution du feuillage viticole.
Et puis, en fait, quand on a mis ça dans les mains du viticulteur, mais il s'est dit, mais en fait, c'est trop bien parce que bah, déjà, je vois, par exemple, entre ici, et entre la photo à gauche et la photo à droite, il y a un travail du sol qui a été fait. Et donc, moi, quand on me demande, il a été fait quand, votre travail du sol, et ben là, il y a la date directement. Donc, c'était le 27 octobre 2022, par exemple, qu'il y a quelque chose qui est passé. Ça permet aussi de voir l'évolution des couverts végétaux. Ça permet de voir aussi des choses, par exemple, l'arrêt de la poussée végétative. Quand la vigne commence à se concentrer sur les fruits et arrêter la poussée végétative, bah, ça, on peut le voir directement avec ces photos. Ça permet de voir l'état de santé. Si sur ce pied de vigne, on le met dans une zone qui est la plus sensible aux maladies, bah, on peut voir les tâches qui commencent à arriver, etc., etc. Et donc, c'est marrant parce que au début, c'était juste pour s'amuser un petit peu et c'est devenu un vrai projet qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, il y a des agriculteurs qui nous ont dit, bah oui, mais il y a des caméras de chasse qui existent, qui sont toutes prêtes, toutes faites, ça peut être plus simple. Alors oui, c'est vrai, mais là, on l'a testé d'ailleurs, et en fait, bah, si vous faites par exemple un poudrage, ils mettent souvent du soufre pour les maladies. Et donc, quand vous avez une caméra de chasse qui est installée, vous vous retrouvez avec une pellicule de 5 mm de soufre qui est sur l'objectif de la caméra. Autant vous dire que vous voyez plus rien. Donc, cette agrocam, elle est un peu spécifique aussi parce qu'elle a ce petit clapet qui va permettre de protéger l'objectif, de s'ouvrir, prendre la photo et refermer. Et ça, c'est quelque chose qui fait que bah, voilà, c'est un peu unique en fait. On l'a adapté, nous, on l'a modifié pour nos besoins. Voilà un autre exemple, donc Pilotech par exemple, c'est tout ce qui concerne l'irrigation. Donc c'est cette sonde capacitive qui est sur cette flèche qu'on va planter dans le sol et qui nous permet de suivre bah, l'humidité du sol. Et donc vous voyez, quand ça dépasse un certain seuil, hop, on peut irriguer. Et donc on voit les effets de l'irrigation là à chaque fois, ces espèces de pics euh, qui, euh, qui augmentent directement. Et puis, donc là, un autre système de flotteur qui permet de voir quand est-ce que justement il y a une irrigation gravitaire, une submersion de la parcelle pour recevoir la petite alerte. Donc voilà, justement, ce Waterloo, là, ce capteur qui va recevoir directement sur l'application. Donc il y a une publication scientifique qui a été faite dans le cadre d'un projet qui s'appelle UBIS. Donc là, le Waterloo a détecté que l'arrivée d'eau est arrivée en parcelle, enfin en bout numéro 2. Toujours dans la gestion de l'eau, il y a un projet qui s'appelle Iritras, qui est juste un capteur de pression qu'on va brancher sur les systèmes de goutte à goutte pour bah, potentiellement détecter les fuites et puis réaliser une traçabilité de son irrigation. Donc voilà, c'est ce petit système, ce petit boîtier qu'on vient visser sur un tuyau et puis bah, du coup, ça nous donne tout bêtement la pression toutes les 10 minutes, ça prend une valeur et ça nous permet de savoir combien de temps on a irrigué et puis si la pression diminue, bah, s'il y a une fuite qui est en cours. Alors, j'ai pas donné les prix, mais tous les capteurs qu'on a vus sont pour moins de 100 euros. Celui-là, il est dans l'ordre de 50-60 euros, un truc comme ça. Un sonar, et ça peut peut-être intéresser pour. Donc, Lucie, tu parlais tout à l'heure de des pâturages, gestion des pâturages. Donc, en fait, c'est pareil, c'est juste un capteur de distance qui est par ultrasons, en gros, comme la chauve-souris électronique, quoi, qui va envoyer des ultrasons et écouter l'écho. Et alors, au début, on l'a mis dans une cuve à fioul. Et vous voyez la courbe là, qui descend. Donc à chaque fois, quand il y a un plein qui est pris, ça descend, ça descend, ça descend. Et ça permet d'alerter quand est-ce que bah, il faut refaire le plein. Et puis accessoirement, ça permet aussi de savoir si à minuit ou 1 heure du mat, il y a des diminutions importantes. Bah, c'est un peu bizarre. C'est peut-être qu'il y a des vols ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les agriculteurs notamment. Mais ça marche pas que sur le fuel parce qu'on peut le mettre aussi sur de l'herbe et puis voir, alors c'est en moyenne hein, en gros, mais voir l'évolution de faire un herbomètre, quoi, en gros, quelque part, pour visualiser les données. Donc ce capteur là, il coûte pareil, hein, une centaine d'euros grand maximum. Et puis on peut avoir ces courbes. Alors avec l'herbomètre, ce serait dans l'autre sens. Il faut imaginer l'herbe qui monte, une fauche, puis l'herbe qui monte, etc. Un autre projet qui est très récent qui s'appelle Débidouille. Donc, alors, Débidouille, c'est pour mesurer le débit en version bidouille, puisqu'on est dans les activités du Mobilab. Ça permet d'optimiser la pulvérisation avec un suivi de la pression et du débit en temps réel. Donc ça, c'est bah, ici, là, je suis dans le camion, mais je suis au domaine du chapitre, qui est un domaine un peu expérimental, où il y a des personnes, des tractoristes, qui, bah, là, c'est la période justement de pulvérisation. Il faut savoir que bah, quand on conduit entre deux rangs de vigne, il faut toujours se retourner pour avoir sur le gros manomètre la pression, avec une aiguille qui bouge un petit peu dans tous les sens d'ailleurs. Et donc, c'est pas facile de savoir quelle pression est actuellement.
Et puis du coup, il faut adapter sa vitesse, il faut adapter sa prise de force, etc. Et puis quand il y a une buse qui se bouche, on ne le voit pas spécialement, d'autant plus qu'ici, il y a ce qu'on appelle des panneaux récupérateurs à plaques. Donc on ne voit pas les buses directement. Et donc du coup, d'avoir cette information avec 2 débitmètres, un à gauche, un à droite, et puis un capteur de pression, ça nous permet d'avoir des informations qui sont hyper importantes quand on voit une chute de débit. Ah tiens, il y a une buse qui s'est bouchée, je vais m'arrêter pour la réparer tout de suite. Sinon, vous êtes parti sur quasiment un rang sur une centaine de mètres qui ne sera pas traité. Et c'est des nids ensuite à mildiou ou à maladie. Alors là, c'est un projet qui n'est pas encore mature, mais qui est le Fancy Project, qui est un capteur pour le suivi des clôtures. Alors, qu'on a utilisé pour la consommation électrique des machines, savoir combien ça consomme pour avoir une idée générale. Mais l'idée, c'est de le mettre aussi sur des clôtures électriques, savoir quand est-ce qu'elle est cassée, savoir quand est-ce qu'il y a une branche qui est dessus et elle perd sa puissance, etc. Voilà, et puis ça va jusqu'à participation au projet AgOpen GPS. Donc ça, c'est l'autoguidage low cost. Je vous parlais tout à l'heure de la géolocalisation centimétrique. Et bien ça permet d'avoir, donc si vous voyez sur l'écran de droite, un moteur qui est... alors tout est imprimé en 3D, hein. Ce moteur-là, il y a un espèce de clic où on peut le pincer contre cette roue, cette crémaillère. Et puis on a ce petit engrenage qui fait tourner le volant, donc ce que vous voyez à droite. Et puis ça permet d'avoir, si vous voyez à gauche, un tracteur qui se conduit quasiment tout seul. Alors là, c'est déconseillé de faire ça, c'est même interdit hein, de sortir du tracteur. Mais voilà, c'est pour montrer le potentiel quelque part de... voilà. Là, en plus sur les semis, c'est quelque chose qui doit être très très rigoureux, très droit, mais voilà, on a un système qui fonctionne tout seul. Alors tout ce que ça, le low-tech numérique et le mobile lab, il y a des opportunités et puis des limites. Donc les opportunités en termes de recherche, c'est des nouvelles questions scientifiques qui se posent, hein. Des projets, des valorisations scientifiques, de la veille sur des nouvelles technologies, puis la fidélisation de compétences qui sont jeunes, qui sont nouvelles, et donc qui intéressent, qui piquent la curiosité en tout cas. Pour les entreprises, alors je ne parle pas des agriculteurs, mais des entreprises fournisseurs de services, c'est l'acculturation des agriculteurs au numérique, donc potentiellement des nouveaux clients. C'est l'identification de nouveaux services, de nouvelles solutions, de nouveaux produits. Et puis, c'est le transfert de clients potentiels vers des services clés en main. Parce qu'il y a des agriculteurs, quand on leur montre tout ce potentiel, ils nous disent plutôt, c'est cool, mais chacun son métier. Moi, j'attends qu'il y ait une entreprise qui fasse ça à ma place. Et ce qui est logique en soi. Puis pour les agriculteurs, c'est une acculturation au numérique, des technologies qui sont accessibles, et puis une espèce de fédération d'un réseau autour de cette thématique. Et puis c'est une opportunité aussi, je pense que ici par exemple, il y a une crise viticole qui est assez importante, c'est l'occasion avec ces opportunités de co-inventer, d'innover, de s'adapter, etc. Et puis en termes de limites, la grande question c'est comment on fait pour expliquer aux agriculteurs comment ça fonctionne, comment on fait pour diffuser ces informations, etc. Est-ce que c'est des entreprises qui doivent se positionner? Est-ce que c'est des réseaux? Est-ce que c'est des lieux comme ça, le public qui vient expliquer comment ça fonctionne? Voilà, il y a plusieurs agriculteurs donc différents et donc du coup, comment on fait pour passer à grande échelle en fait et pour diffuser cette nouvelle compétence à l'échelle de toute la France et même de toute l'Europe sur ces aspects-là. Voilà quelques images où je vous parlais tout à l'heure des capteurs d'humidité, par exemple. Vous voyez là des courbes qu'on peut visualiser. Donc tout est gratuit, etc. Et le tutoriel, ça permet d'arriver jusqu'à là, hein, d'avoir une courbe de visualisation de l'humidité ou d'une jauge de batterie, etc. Peut-être je vais parler juste 5 minutes du projet Numae, qui est associé un petit peu au Mobilab, où l'idée c'est, donc le Mobilab c'est plutôt pour les destinations des agriculteurs, le projet Numae il a destination des étudiants. Donc c'est permettre aux enseignants, pas aux agriculteurs, de se former sur le low-tech numérique pour ensuite eux-mêmes, via cette espèce de mallette, qui a des capteurs, des petits systèmes avec des TP très simples, animer des cours sur le numérique, qu'est-ce que c'est. Donc là c'est aller taper très, très jeune au final, dès la formation initiale. Et donc, c'est Grégory Jonard qui est responsable de ce projet, qui est à l'EPL de Toulouse et de Montpellier. Et donc, vous pourrez contacter si jamais ça vous intéresse, ce projet. Et puis, je vais parler quand même des 2 projets financeurs du Mobilab pour ce camion, donc, qui sont Occitanum et le MAS numérique. Donc, Occitanum, c'est un projet à l'échelle de la région Occitanie
où il y a plusieurs lieux où les agriculteurs peuvent discuter, expérimenter sur l'apport des technologies numériques dans la transition agroécologique. Et puis le MAS numérique, c'est un projet qui est hébergé ici au domaine du chapitre, là où est le camion actuellement. C'est un site de démonstration pour des technologies, des outils destinés à la viticulture. Et c'est un outil de formation aussi pour les étudiants et les professionnels du secteur. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien tenu dans les temps, Lucille, mais Ouais, c'est même très très bien parce qu'on avait bloqué 1 heure complète. Après, ça peut laisser du temps à l'échange. J'ai trouvé, donc n'hésitez pas à du coup poser des questions à Simon sur ce qu'il a présenté ou sur d'autres choses qui vous viendraient, qui pourraient concerner le Mobilab ou ces solutions-là. S'il n'y a rien qui vient, moi, alors, je peux en poser une première. Quelles ont été les étapes, Simon, pour du Mobilab? En combien d'années vous avez construit ça? Tu as cité quelques partenaires. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu n'as pas cités qui ont été importants dans la création de tout ça? euh, alors le Mobilab, il vient au final, c'était en 2018, je crois. Euh, quelque chose comme ça, je regarde Bruno en arrière-plan, mais ça devait être ça en 2018 où on s'était posé la question de voilà, ces nouvelles compétences, comment on les diffuse. Alors c'est parti avec juste une petite mallette où on allait voir des agriculteurs pour leur montrer sur l'ordinateur comment ça fonctionnait. Et puis ça prenait bien et on s'est dit que voilà, il faut le diffuser à plus grande échelle. Donc ça a été ensuite une deuxième version, une desserte d'atelier qu'on mettait à l'arrière d'une voiture. Et on allait se promener, voir les agriculteurs avec cette desserte d'atelier. Alors quand je dis voir les agriculteurs, c'était souvent lors de soit une assemblée générale de Vivea par exemple, ou soit un événement. On n'allait pas voir toquer à la porte, on faisait pas du porte-à-porte pour vendre des aspirateurs ou des choses comme ça. On était plutôt, voilà, on profitait d'événements ou d'occasions pour ça. Et puis, on a bénéficié donc du coup du projet Occitanum et du MAS numérique et de la chaire agrotique aussi comme partenaire pour avoir un camion qui est beaucoup plus pratique, qui permet bon, pour les aspects communication évidemment c'est plus visible et ça fait un peu un effet wow par rapport aux agriculteurs, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace en termes de pédagogie. Et je pense que c'est très important en fait voilà, quand on va expliquer aux agriculteurs, il ne faut pas se perdre dans les aspects technologiques, il faut être très très pédagogue et le camion il est là pour alimenter et appuyer la pédagogie, quoi. Donc voilà. Martin, tu as levé la main, c'est une réponse à ça. Après, je lirai du coup la question qui est arrivée dans la conversation aussi. C'était pour refaire un petit peu le lien avec le projet Archipel, pour Ouais, très bien. se rappeler que dans ce projet-là, il y a un aspect de capitalisation et de faire un inventaire de toutes les solutions numériques qui peuvent concerner, donc on l'a dit au début, la gestion de l'herbe ou des intrants en arbo et viticulture. Et donc avec une partie qui est aussi d'identifier tous les outils et solutions low cost, open source qui pourraient être utilisés dans ces thèmes-là. Et donc c'est là où le Mobilab a toute sa place et peut être intéressant pour explorer ces pistes sur ces 3 filières, pour répondre à ces questions-là. Et donc on va voir comment on peut intégrer et diffuser via Archipel certaines des solutions qui auront été réfléchies dans le Mobilab. Très bien, tu as raison. Merci, Martin. Dans la conversation. Ah oui, vas-y, Bruno. Si c'est une réponse toujours à ce même élément. Ah, on t'entend pas, Bruno, je sais pas. Pourtant, je vois que ton micro a été activé, mais ça doit venir peut-être de ton casque, je ne sais pas. Bon, on te récupère plus tard alors, parce que on n'a pas de son. Dans la conversation, il y a Julie Mélanie de l'ACTA pour les 18 fermes qui a posé la question de quelle typologie d'agri on touche le plus facilement et lesquels peuvent être un peu plus réticents. Tu répondrais quoi, Simon, ou après, du coup, les autres, hein, vous pouvez- En fait, c'est marrant parce que au final, dans beaucoup de séminaires, de conférences, etc., on parle du besoin, le besoin de l'agriculteur, c'est le plus important, etc. Et en fait, en y réfléchissant avec le Mobilab, on a une approche complètement inverse. On vient pas parler du besoin de la profession et tout ça, on vient leur montrer, c'est à l'inverse, c'est la technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie sans rentrer dans vendre un service, etc., qui est
Enfin, c'est juste, on montre en fait comment ça fonctionne. Et au final, les agriculteurs, alors, si la question c'était peut-être plutôt axé filière ou etc., les filières, ça intéresse tout le monde. Je pense par exemple, quand on parle de gestion de l'irrigation, notamment dans le sud ici, toutes les filières sont intéressées. Et je pense que même à l'échelle nationale, de façon générale, c'est intéressant, c'est important de optimiser l'irrigation dans les principes agroécologie. Et donc, du coup, tous les agriculteurs sont intéressés. Après, les agriculteurs, par exemple, on a fait ce qu'on appelle donc un Mobile Lab Tour où on va voir plusieurs profils, enfin plusieurs agriculteurs pendant une semaine. On s'était placé donc dans la région Occitanie via le projet Occitanum. Et quelque chose qui nous a un petit peu qu'on a trouvé intéressant en tout cas, c'est que des agriculteurs type par exemple le maraîchage en périphérie urbaine, où les agriculteurs sont très très liés à la chambre d'agriculture, ils étaient très prêts à mettre la main à la pâte. Ceux qui géraient un petit peu toute leur exploitation de A à Z étaient plus prêts à mettre la main à la pâte, plutôt que par exemple dans une grosse coopérative dans le Gaillacois, où là, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt l'agriculteur qui disait moi, je suis coopérateur, justement, c'est pour qu'on m'accompagne, pour qu'on m'aide, pour que la coopérative prenne en main cette solution. Donc, en fait, les outils numériques et le Mobilab est là peut-être pour former parfois les agriculteurs, mais pour former aussi, surtout, toute la filière et toute la structuration qui est déjà là, quoi. L'idée, c'est pas de réinventer la roue et de s'appuyer sur la filière qui est déjà existante. Mm. Oh, Julie, tu as levé la main, tu peux prendre la parole, n'hésite pas, si c'est ce que tu voulais. Oui, merci. Mais déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Aussi sur la typologie d'agriculteurs, je me demandais typiquement des questions toutes simples, hein, plutôt des jeunes, des plus vieux, des déjà technophiles. Ce qui est intéressant aussi, tu disais ceux qui ont déjà la main sur l'exploitation de A à Z, qui vont être peut-être propices à se mettre en place. J'avais pu aussi entendre d'autres témoignages disant que typiquement, des fois, c'est pertinent en coopérative parce que la coopérative peut aussi apporter on va dire le SAV qu'on n'a pas quand on est en autoconstruction ou alors les fonctions support qu'on n'a pas en low-tech. Du coup, voilà, c'était plus pour avoir toi ton retour d'expérience sur en fait quel type de personnes viennent échanger avec vous. Est-ce que c'est des jeunes, des plus vieux, technophiles, pas technophiles, etc. Ouais. Du coup, par rapport à ça, puisque on se déplace souvent, on profite du nager, donc c'est pas le centre de la, enfin ça a rarement été le Mobilab qui était le centre de la journée. C'était plutôt se greffer à un événement ou pour faire une pastille d'animation d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure ou d'une demi-journée même. Mais du coup, on est allé voir plusieurs agriculteurs et donc du coup c'est intéressant parce que il n'y a pas ce frein quelque part de on a ciblé que certains agriculteurs. Et ça intéresse quand même globalement, quasiment peut-être 80% des agriculteurs sont intéressés par ça. Il y en a 20% qui sont un peu plus réticents en mode j'y crois pas trop. Mais sur ces aspects-là, c'est pas que les technophiles. Je pense que il y a un livre qui a été récupéré par mon collègue Bruno Tisser, là, qui est en visio, qui s'appelle La Grande Revue Agricole. Et donc, c'est un livre qui date de 1928, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Et donc, dans ce livre, ça parle de là, c'est ici. Il y a des articles scientifiques de l'époque, et il y en a un qui s'appelle Une méthode directe pour faire connaître les applications agricoles de l'électricité. Donc, en 1928, l'électricité, ça arrivait. Et donc, c'était la question de comment on diffuse ça. Et donc, ils disent que d'ailleurs, la sincérité du vendeur de courant sera toujours mise en doute quand le secteur si souvent attaqué, décrié, lorsqu'il préconisera l'emploi de l'électricité, le vendeur de courant sera toujours soupçonné d'accroître ses bénéfices et tout ça. Et donc, on a des agriculteurs qui, au final, sont un peu réticents vis-à-vis de l'électricité. Et nous, ils sont assez réticents vis-à-vis des nouvelles technologies aussi. Alors, évidemment, les vieux enfin les agriculteurs un peu plus âgés sont moins, pardon, sont moins à l'aise avec ça, mais il y a beaucoup d'exemples enfin, moi, je me souviens d'un agriculteur de 75 ans qui avait du mal avec copier-coller et qui est ressorti avec son petit capteur qui lui envoyait une alerte sur son téléphone et il était super content. Donc, c'est juste une question de motivation, je pense. Et donc, les agriculteurs un peu jeunes sont plus à l'aise aussi, mais pas trop jeunes non plus. Ce qu'on avait remarqué dans certains BTS notamment,
c'est que les jeunes qui font un BTS, qui sont là pour aussi bifurquer quand on a marre de tous les aspects informatiques, etc., sont peut-être pas encore assez matures pour se rendre compte de toutes les opportunités que ça a. Donc du coup, c'est un entre-deux, quoi. Mais ce qui est le plus important, au final, c'est la, c'est l'appétence, en tout cas, et c'est la motivation, et c'est pas tant lié à l'âge. Et donc, du coup, pour la petite histoire dans ce livre, pour les applications agricoles de l'électricité, ce qu'ils ont fait pour diffuser l'électricité, c'est un camion automobile avec, bah, des pompes électriques, des écrémeuses, un chauffe-eau qui donne de l'eau en temps réel en électrique et tout ça. Et donc les agriculteurs, bah, c'est à peu près le même ratio, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 20% d'agri qui sont en mode bah, c'est où les tutos, j'ai envie de me former, j'ai envie d'y aller. Il y a 50% d'agri qui sont en mode bah, c'est bien, mais chacun son métier, c'est pas à moi de prendre en main ces outils-là. Et donc c'est là que c'est important que la sphère agricole telle qu'elle est structurée prenne le relais. Et puis il y a ces 20% d'agri qui ne croyaient pas à l'électricité. Et il y a toujours ces 20% d'agri qui ne croient pas spécialement au numérique, aux outils numériques. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps par rapport au créneau proposé initialement. Bruno, vas-y, j'espère qu'on va Oui. t'entendre. Vous Ah, ça y m'entendez est, c'est là? bon. C'est bon? C'est Super. bon, ouais, je paramétrer, c'est bon. Juste, j'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Simon et Martin, ils sont parfaits tous les deux. Voilà. Et ce que je voulais juste dire, c'est que par rapport au positionnement du numérique, en fait, du high low-tech ou du low-tech appliqué au numérique, moi je suis en train de changer un peu d'avis par rapport à ce qu'on avait initialement imaginé. Et en particulier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au confort et à l'ergonomie. C'est un peu ce qu'a présenté Simon. Et je pense que c'est des outils sur lesquels, malheureusement, il y aura très peu de sociétés de services qui vont se positionner. Et je pense que là, typiquement, le low-tech, il a une grosse place, en fait, sur des objets pas chers et sur lesquels, en fait, si jamais une société de services se positionne, ce sera de toute manière trop cher et les gens n'adhéreront pas parce que il faudra naturellement assurer la maintenance, la commercialisation, le service, etc. Et donc, ça sera des produits qui vont être de toute manière chers. Et du coup, je pense que le low-tech, là, il a une place très, très intéressante sur vraiment le confort, la qualité de vie, l'ergonomie, rendre un certain nombre d'opérations au niveau des agriculteurs beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et de l'adapter finalement aux contraintes locales. Comme ça, Simon l'a très bien expliqué. Est-ce Et en que, fait, je pense. est-ce que malgré tout, même si les gens viennent en sachant que c'est pour autoconstruire et repartir avec quelque chose, ou alors qu'ils font un tuto même en autonomie sur le site du Mobiliable, est-ce que malgré tout, il y en a qui sont tentés de vous appeler quand ça tombe en panne ou quand ils n'y arrivent pas? Est-ce que vous avez dû structurer un petit peu un SAV? Comment ça se passe? Alors, par rapport à ça, enfin, oui, je pense que c'est intéressant ce qu'a dit Bruno, et c'est vrai que pour la question quelle est la typologie d'agriculteurs, c'est peut-être ça, c'est peut-être les agriculteurs quand on en ont marre d'un métier qui est inconfortable en termes de euh, enfin, je donne des placés pour appuyer sur un bouton, des choses comme ça, c'est des petites choses au quotidien, donc c'est les agriculteurs un peu malins en fait. C'est ça Mhm. la typologie d'agriculteurs qu'on touche le plus, c'est ceux qui sont agiles et malins, quoi. Et donc du coup, mince, désolé, j'ai bouffé ta question, Lucie. Si c'est sur Non, le bah, c'est SAV, sur est-ce etc. qu'ils rappellent quand ils ont un problème? Ouais. Est-ce qu'il y a quand même un petit SAV ou pas? Comment vous avez structuré ça? Comment vous gérez ça? Bah, pour le moment, quand c'est un projet qui est trop pas assez mature, par exemple c'est le cas de Débidouille pour le moment, on n'a que 3 4 agriculteurs qui l'ont installé chez eux et on fait plus du cas par cas parce que ça nous intéresse d'arriver à l'étape, le tutoriel fait, fiabilisé avec quelqu'un qui l'a déjà fait et que ça fonctionne, etc. Donc on passe pas mal de temps au début sur ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est que bah, par exemple, en chambre d'agriculture de Haute-Garonne, il y a Anne Le Gallic qui a développé donc, le Pilotech, là, cette sonde d'humidité. Et donc, c'est elle qui a fait la formation. Donc, on l'a accompagnée un petit peu pour ça. Nous, on ne pourra jamais former tous les agriculteurs de France et ce n'est pas notre rôle. Et elle, du coup, en tant que chambre d'agriculture, bah, elle a formé maintenant, je pense, 30 ou elle a fait trois formations à chaque fois d'une dizaine d'agriculteurs, un peu plus.
Et donc, du coup, ces agriculteurs-là, quand ils ont un problème, ils se tournent vers Anne, qui, elle, a fait cet office de ce relais local qui permet de la compétence. Et en fait, elle est là, elle est ancrée proche de Toulouse pour accompagner ces agriculteurs-là, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, qu'il y a un relais local qui est en train il y a un réseau qui est en train de se construire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les évolutions, s'il y a une innovation, un nouveau besoin, etc. Donc, on reste en contact, notamment avec Anne. Mais en fait, quelque part, ça tourne de lui-même. Et l'exemple qu'on aimerait avoir, c'est celui de Centipede, pour ceux qui connaissent, où il y a un réseau Telegram, où il y a des gens qui arrivent, enfin une conversation, qu'en gros, les gens arrivent, ils posent leurs questions, et puis c'est d'autres personnes qui répondent. Mais en fait, ces d'autres personnes, c'est des agriculteurs qui l'ont installé il y a 6 mois chez eux et qui se sont dit, ah bah tiens, moi je me suis fait avoir sur ça, fais gaffe à ça, et que ça se vive par lui-même, quoi, en gros. Et que le Mobilab, ce soit en fait au final ce centre de ressources qui soit là pour donner les moyens aux agriculteurs un peu motivés ou aux relais locaux qui sont là pour accompagner les agriculteurs moins motivés. Sur le site du Mobilab, du coup, il y a la possibilité d'entrer justement en conversation autour des tutos ou quelque chose comme ça, ou c'est dans les projets de développement, peut-être, si tu dis que Alors, ça c'est marche pas bien dans spécialement visible, Centipede. c'est une bonne remarque, c'est pas spécialement bien visible sur le site du Mobilab, c'est très très itératif, hein. On fait une V1, puis on se rend compte de ce qui marche pas, puis une V2, puis etc. etc. Donc c'est une bonne remarque qu'on prend en compte et je pense qu'on va la mettre, euh, on va le mettre en place. Ouais. On a fait un espèce d'arbre décisionnel récemment là sur si pour tel capteur ça marche pas, bon faites ça, est-ce que ça marche pas? Oui, non, si c'est oui, du coup allez à l'étape 3, si c'est non, allez à l'étape 4. C'est comme les livres où on se promenait dans toutes les pages, c'est un peu la même idée avec ça. Donc et ça c'était issu d'une discussion avec un agriculteur qu'on a fait ça, quoi. Donc, Super. Julie, donc tu poses la question de la diffusion, transmission, quelle piste on imagine, etc. Je vais rebondir pour finir justement sur la présentation peut-être un peu plus précise du projet Archipel dans le cadre duquel ce webinaire a lieu, parce que je vois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément du projet qui sont connectés. Du coup, le projet Archipel, c'est un projet CASDAR qui a démarré au 1er octobre 2024. Il a pour but donc justement d'activer et roder un archipel innovant de partage d'usages numériques éprouvés en mode Living Lab. Alors pas seulement du high low tech, hein, on est sur tout type d'usage numérique. Tant qu'on est sur les 2 thèmes et les 3 filières qu'on a proposées au CASDAR, c'est-à-dire la gestion des intrants en arboriculture et viticulture et la gestion de l'herbe pour les ruminants. Donc on travaille à 2 régions, la Chambre d'agriculture régionale d'Occitanie est pilote et en Pays de la Loire, on est copilote, Chambre d'agriculture régionale également. Et du coup, on a pas mal de partenaires, donc des chambres départementales d'Occitanie. En Pays de la Loire, comme on est régionalisé, ça inclut d'office la chambre régionale, tous les départements. On travaille aussi avec l'IDEL, l'Institut Agro, donc qui est présent ici, la FRQMA Occitanie, et puis l'ESA, qui va aussi faire une étude là, un peu plus socio sur justement la capacité d'un tel système à diffuser, comment on diffuse les choses au sein de groupes d'agri. Parce que voilà, justement, le but de Archipel, c'est de créer un Living Lab avec du coup un réseau qu'on constitue là en tant que chambre. Et puis tu vois les digifermes qui y arrivent là, Julie, puisque en chambre Pays de la Loire, on a 2 digifermes à Derval et aux Établières en production laitière et viande, et donc avec du pâturage et de la gestion de l'herbe à faire. Dans le tour de table, il y a aussi du coup le Living Lab Occitanie, puisqu'il y a beaucoup de partenaires communs entre le projet CASDAR Archipel et Occitanum, qui est un projet qui a commencé avant, qui finira après, qui est un projet sur le long terme. On a un petit historique aussi en Chambre Pays de la Loire avec un projet 5G for Agri qui se termine. Et puis en fait, au milieu, c'est surtout là-dessus que je voulais me concentrer, c'est que on veut travailler en mode Living Lab avec des groupes d'agri ou des agri-geeks pour créer une communauté qui, du coup, va finir de tester, valider les solutions les plus éprouvées qu'on aura identifiées au départ et être support et accompagner le développement, la diffusion, la transmission
Donc, vous l'avez compris, on est au tout début du projet, hein, puisque ça a commencé en octobre 2024. Aujourd'hui, on en est dans la première phase du projet où on a mis en place l'écosystème et on a commencé aussi, la deuxième phase du projet où on est en fait dans l'inventaire de toutes les solutions les plus éprouvées possibles, hein, comme on veut aller jusqu'à la démultiplication en 3 ans. On essaye d'avoir des solutions qui fonctionnent et qui sont finies. On n'en est pas au stade expérimental pour accompagner des solutionneurs à développer des toutes nouvelles solutions. Là, on est vraiment plutôt sur des trucs qui fonctionnent et dont on veut faire parler. Du coup, le Hylotech, évidemment, arrive assez vite puisque c'est des solutions qui fonctionnent d'office. Et donc, on va du coup en passer après par des étapes d'expertiser un petit peu les usages. Est-ce que pour des solutions peut-être un peu plus high-low-tech qui sont éprouvées, on se rend compte que des agris en font des usages détournés et autres. On va expertiser un petit peu ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Et puis, quand on aura identifié tout ce qui a valeur à être diffusé largement, on passera à l'étape de démultiplication sur la dernière partie du projet, où du coup, on travaillera sur des formations à ces solutions high-low-tech dont on a parlé aujourd'hui, et puis on travaillera aussi à la montée en compétences des conseillers. Pour répondre vraiment à ta question, Julie, sur les pistes. On est convaincu qu'il va falloir déjà avoir des conseillers convaincus que les solutions numériques peuvent apporter aux agriculteurs et puis qu'elles fonctionnent. On choisira bien celles qui fonctionnent et qui sont satisfaisantes sur le terrain, de façon à ce que eux soient des relais évidents pour les agriculteurs de diffusion de ces solutions numériques. Et on fera évidemment des événements sur les différents îlots, Viti, Arbo, Herbe, hein, c'est ça les îlots chez nous, avec des témoignages agris pour diffuser les solutions qu'on aura travaillées au cours du projet. Voilà ce qui pouvait commencer à répondre à ta question, Julie. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on prend une ou deux dernières questions que vous auriez à Simon, à moi sur Archipel ou peut-être un peu plus global? N'hésitez pas. On aurait été clair et complet. Bon, écoutez, dans ce cas, je vous remercie tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense que vous avez pu récupérer au moins certaines de nos adresses mail via l'envoi de l'invitation webinaire. Cécile Riondé, du coup, qui n'était pas présente puisque à une autre réunion, qui est pilote du projet, c'est elle certainement qui vous a envoyé l'invitation. Donc, vous pouvez lui écrire à elle. C'est la seule adresse là tout de suite que vous récupérez. Pour des questions qui arriveraient plus tard ou des envies de nous contacter pour travailler avec le Mobilab ou dans le cadre d'Archipel. Voilà. N'hésitez pas. Bon après-midi à tous.